Aujourd'hui, je m'appelle Johanna, je suis chef de projet marketing chez Centrion et je serai votre hôte pour cette session. Surtout si vous avez le moindre problème ou la moindre question pendant le webinaire, n'hésitez pas à me contacter via l'outil questions qui se trouve sur la droite de votre écran. Nous conclurons le webinaire d'aujourd'hui par une session de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions à tout moment pendant le webinaire, toujours avec le même outil qui se trouve sur la droite de votre écran. Et si les questions n'ont pas été couvertes pendant le webinaire, nous y répondrons à la fin. Vos intervenants aujourd'hui sont Pierrick Martel, responsable marketing produit, et Étienne Gauthier, product manager. Et je laisse la parole à Pierrick. Merci Johanna, bienvenue à tous. Notre équipe R&D travaille en méthode agile avec la méthode Scrum et des sprints toutes les 2 semaines, mais une fois tous les 6 mois, on sort une nouvelle version de notre solution phare EMS. Et donc aujourd'hui, on va parler de la toute dernière version qui est sortie le 16 octobre et qui s'appelle donc 19.10. Un slide d'introduction pour vous expliquer qu'est-ce qu'on a en tête lorsqu'on prépare nos roadmaps, celle-ci, mais aussi pour les 12 prochains mois. Première chose, c'est que en fait, nos clients utilisent la solution pour 2 choses. D'une part, pour superviser une infrastructure qui s'avère être de plus en plus vaste au sens où là où avant on avait des équipements de type traditionnel, legacy, dans les data centers, maintenant ça se trouve beaucoup dans différents clouds, y compris le cloud privé, avec des technos, on a commencé par la virtualisation et puis des conteneurs, des choses comme ça. Mais aussi, tout ça, c'est pour développer des applis qui sont de plus en plus utilisées pour rendre un service, créer de la valeur dans le monde réel et non plus virtuel, dans une agence, dans une usine, dans un entrepôt, dans un silo à grains, que sais-je. Et donc, première chose, il faut superviser toute cette diversité, mais en fait, la supervision de l'infrastructure pour elle-même, ça n'a pas tellement d'intérêt. De toute façon, tout est redondé et tout fonctionne bien. La deuxième raison pour laquelle on choisit Centrion OMS, c'est que ce que l'on veut vraiment, c'est savoir si les services critiques fournis par l'infrastructure IT sont bien délivrés de bout en bout. Et c'est donc ces 2 aspects-là qu'il faut maîtriser pour s'assurer que l'informatique est performante au regard du business. Et en discutant avec nos clients, en faisant une petite étude, là, des interviews, on se rend compte que si on veut vraiment réussir cette vision métier de la supervision, avoir les 2 aspects, et non pas que l'infra, il y a 3 étapes clés à réussir. Et 19.10, comme par hasard, va essayer de consolider chacune de ces 3 étapes clés, mais 19.10, mais aussi la prochaine version dans 6 mois et celle dans 12 mois. Là, on est sur des choses un petit peu au long cours. D'une part, il faut tout automatiser, il n'y a plus la place pour faire des choses manuellement. Ensuite, il faut aussi avoir une modélisation de ces services critiques, et puis il faut pouvoir les partager à qui de droit. Donc, je commence avec la première étape, la partie automatisation. En fait, il y a automatisation au sens IT automation, et puis il y a découvrir, auto-discovery. Il y a un petit peu 2 aspects de cette automatisation. On a des API depuis très longtemps dans le produit Centrion, mais ce qui est plus récent, c'est le module de discovery, la découverte. Il y a la découverte des services, et puis depuis 6 mois, la découverte des hosts, des équipements eux-mêmes. Et ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut voir, c'est que ces 2 mécanismes, IT automation, où un outil va venir à travers des API configurer Centrion, et l'autre outil, Discovery, où Centrion lui-même va aller découvrir ce qui se passe dans l'infrastructure pour voir s'il y a des choses nouvelles, ces 2 outils sont complètement complémentaires. Donc là, je mets un exemple un petit peu simpliste. Peut-être que Ansible va venir configurer des serveurs Linux, et puis la découverte va découvrir sur ces serveurs Linux quelles sont les interfaces réseau ou les volumes disques. Mais c'est un mécanisme très générique. Il faut prendre en compte, pour réussir cette première étape d'automatisation totale, il faut prendre en compte les 2 modules, Discovery et un outil d'automatisation qui utilise nos API pour réussir l'automatisation. Et ces deux fonctionnalités s'appuient toutes les 2 sur les modèles de configuration, les host templates, les service templates qui sont livrés avec les plugin packs. Concrètement, il y a 6 mois, on avait introduit de la host discovery
Pour les technologies cloud, être capable de découvrir les assets qui sont dans AWS, par exemple les instances EC2, ou dans Azure, ou dans VMware, mes ESX, mes VM. On n'a toujours pas le Google Cloud Platform qu'on avait promis, parce qu'en fait, les API de Stackdriver, qui est l'outil Google, sont toujours en bêta et ne fournissent pas tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire cette découverte. Donc voilà, ça prend un peu de temps. C'est le temps que Google fournisse une version peut-être un petit peu plus fonctionnelle de son petit Stackdriver. Par contre, ce qui est nouveau en 19.10, c'est que la découverte des hosts, des équipements, ne s'arrête pas au cloud, pas du tout. Par exemple, on a maintenant des règles de découverte pour du Software Defined WAN, Velo Cloud. Si vous utilisez des outils comme Velo Cloud, du SD-WAN pour déployer votre réseau, eh bien, Centréon va venir interroger l'API de Velo Cloud et découvrir toute la configuration réseau de façon à la configurer en utilisant les templates Cisco ou autres nécessaires. De même pour la partie Wi-Fi, du réseau, si vous avez plein d'agences, de sites distants avec pas mal de bornes Wi-Fi, c'est difficile de les traquer. Si c'est du Aruba ou du Alcatel, Centréon va interroger les PI du contrôleur Aruba pour découvrir automatiquement toutes les bornes Wi-Fi, toutes les access points et venir les configurer pour qu'ils soient supervisés. Et en fait, on peut aller même plus loin. En 19.10, on a aussi travaillé sur un truc un peu paradoxal. C'est qu'en fait, on va aller découvrir ce que l'outil d'IT Automation est en train de faire. Ansible est en train de devenir un peu la nouvelle CMDB finalement, puisque Ansible déploie beaucoup de choses dans l'infrastructure. Ansible a la liste des équipements à déployer. Et si Ansible n'a pas été programmé pour venir interroger, pour venir activer les API Centréon, vous pouvez faire le contraire. Utiliser Centréon pour, à travers l'API Ansible, aller découvrir la liste des équipements qui ont été déployés et les configurer. Ça peut s'appliquer à d'autres plateformes comme Router. Et peut-être que vous avez d'autres idées dans ce genre-là. Et donc, on fait un appel à contribution. Dites-nous ce que vous pensez de cette notion de faire fonctionner Discovery et API ensemble dans ces différents domaines, le monde physique, le monde de technologie cloud, mais aussi finalement tout ce qui est CMDB et IT Automation, parce qu'on a l'impression qu'avec ça, on peut réellement avoir une automatisation totale de la mise en supervision pour être sûr qu'il n'y a jamais de blind spot, comme on dit, de zone d'ombre non supervisée. Il y a aussi une découverte réseau qui a été introduite, elle est très très bien cachée. Je mets un subnet là et puis ça me découvre tous les équipements connectés. Elle est très bien cachée, il faut chercher ça dans le plugin pack générique SNMP. Si vous regardez dans le plugin pack manager, catégorie protocole, il y en a qui s'appelle générique SNMP et il embarque une règle de découverte réseau où il va aller scanner un subnet pour découvrir les équipements. Voilà pour la découverte. Étape 2, la modélisation. Il n'y a pas de miracle. Si vous voulez avoir une vision service, les services critiques de l'IT, il faut les modéliser. Il faut s'asseoir autour d'une table, comprendre comment fonctionnent tous les workflows là, et les modéliser. Et pour les modéliser, dans Centréon, on a un outil qui s'appelle BAM, Business Activity Monitoring. Une modélisation, c'est une BA, une Business Activity. Là, j'en ai représenté une qui vient de notre démo. C'est un arbre de dépendance qui explique que d'ici un ERP dépend de front-end, de back-end, de load balancer, etc. En anglais, on appelle ça le service mapping. Et une fois que vous avez fait cette modélisation, vous avez à la fois une vue temps réel de haut niveau, puisque maintenant, ce que vous supervisez, c'est votre workflow ERP. Et puis, vous avez aussi des objectifs SLA que vous pouvez poser et que vous pouvez monitorer à la semaine, au mois, heure ouvrée ou 24/7. Ce qui est nouveau en 19.10, c'est qu'on a fortement amélioré la user experience, l'IHM, pour créer ces business activities. Donc, on n'a pas tant travaillé sur le fonctionnel, ou un petit peu peut-être, mais surtout sur la user experience, sur comment facilement modéliser. Et modéliser quoi? C'est soit modéliser, là, ici à droite, ce que j'appelle les flux applicatifs complexes, ce qui permet de rendre des transactions de bout en bout. Bien sûr, et tout le monde fait ça depuis longtemps, mais il faut aussi penser qu'on peut modéliser tous les sites distants sur lesquels ces flux applicatifs vont être appliqués. Modéliser un site, c'est
pouvoir dire que le site est fonctionnel oui non parce que un de ces deux routeurs d'accès fonctionne, le firewall est OK, peut-être un DNS, quelque chose, le LAN, le Wi-Fi, etc., etc. Donc il y a deux aspects dans cette modélisation, soit le flux applicatif, soit le site distant. Et je vais maintenant laisser la parole à Étienne pour qu'il nous en dise plus sur ce qui a été modifié en 19.10. Absolument, merci Pierrick et bonjour à tous. Donc comme tu l'as bien dit, dans cette version 19.10, on a mis un accent particulier sur le fait de rendre plus simple et plus efficace la création de ces activités métiers, donc au sens BAM du terme. Donc ce qu'on va retrouver de nouveau en fait au niveau de l'interface, c'est qu'on a revu toute la partie listing et création, donc les panneaux de configuration. Donc pour ceux qui se souviennent et qui connaissent, on avait un listing qui ne ressemblait pas à ça et on allait modifier les business activities en rentrant dans un formulaire, puis en allant dans d'autres pages pour lier des indicateurs. Ce qu'on retrouve ici en un clin d'œil dans cette page, donc je vais me concentrer d'abord sur la partie gauche, le listing. Donc on a revu le listing pour pouvoir mettre en fait des actions déjà sur les lignes, parce que ce que vous faites de temps en temps, c'est-à-dire dupliquer, supprimer ou activer, désactiver, maintenant sont accessibles immédiatement au survol de la souris. Ensuite, quand vous allez cocher des éléments, les actions adaptées vont apparaître. Donc, on affiche que les actions disponibles quand elles le sont. Donc, c'est beaucoup plus simple. Pour ceux qui se souviennent également, c'était l'équivalent était le more action des anciennes interfaces, disons. Et donc ici, une fois qu'on va vouloir modifier ou créer une activité métier, on va pouvoir cliquer directement sur la ligne et au lieu de changer de page, en fait, on va rester sur cette page et il y a un panneau qui va venir s'ouvrir à partir de la droite où on va pouvoir configurer tous les paramètres dont on a besoin pour faire tourner une application métier. Donc évidemment le nom, etc. Ce que vous allez remarquer ici, c'est qu'en fait, on a une section indicateurs où en fait, on a une visibilité immédiate des indicateurs qui sont liés à cette activité métier et on va pouvoir venir les configurer. Donc ce sera l'étape d'après. Ensuite, on a réorganisé ce qu'on avait avant sous forme d'onglets, on les a réorganisés en sections et on les a rendus plus clairs et plus efficaces. Donc voilà, vous allez pouvoir parcourir ce listing. Lorsque vous cliquez sur les activités métiers, en fait, les panneaux s'ouvrent. Donc vous n'avez plus besoin de changer de page, ce qui crée ce qui rend l'expérience beaucoup plus efficace lorsqu'on va modifier ou créer des business activities. Oups. Hop. Et donc là, quand on va cliquer sur un multi-select et notamment le fait de lier des indicateurs, en fait, on va pouvoir lier donc de 1 à n indicateurs à chaque application, chaque activité métier. Et ben, on a immédiatement l'accès aux indicateurs qu'on veut lier ou qu'on va lier, avec évidemment des mécaniques de recherche et de filtre pour rendre tout ça efficace. Donc, vous manipulez en un seul endroit l'activité métier et l'indicateur que vous voulez lui lier, finalement, ainsi que la règle et la mécanique de calcul. Pour avoir fait des tests utilisateurs, on a vraiment divisé par 10 le temps de création d'applications. Si on prend un exemple d'une application qui aurait 3 niveaux, un peu comme l'application que tu montrais sur la slide d'avant, Pierrick, le RP, voilà, on a 3-4 niveaux. On est sur des temps de création qui sont de l'ordre de la seconde ou de quelques dizaines de secondes, versus avant, on était plutôt sur plusieurs minutes. Donc, on a vraiment rendu beaucoup plus efficace cette création d'activité métier, tout en plus donnant un aspect assez nouveau et neuf à ces pages-là. Il faut comprendre que derrière ce remaniement de cette page Business Activity, qui est également appliquée à la partie Business View, c'est une démarche plus profonde d'amélioration de l'expérience utilisateur, comme Pierrick le disait auparavant, où à chaque fois qu'on va venir modifier ou créer de nouvelles fonctionnalités, on va vraiment travailler sur le fond et sur la mécanique et le parcours de l'utilisateur pour optimiser la manière dont il navigue dans l'interface. Et peut-être que certains d'entre vous ont d'ailleurs participé soit au questionnaire ou soit à un atelier qu'on a fait dans nos locaux assez récemment, où voilà, on est en proximité avec les utilisateurs et on essaye de comprendre la mécanique et la manière dont vous avez besoin d'utiliser et de créer des objets dans Centrion pour rendre les interfaces plus efficaces. Donc ça, c'est une partie émergée de l'iceberg qui consiste à, dans cette version et dans les versions suivantes, vraiment mettre un focus sur la simplicité et l'efficacité des interfaces. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Et enfin, comme expliquait Pierrick tout à l'heure, les activités représentent souvent, les activités métiers représentent souvent des personnes, des sites, des magasins, des usines qui sont en fait dans le monde réel et positionnés dans des endroits réels dans le monde, en France ou partout à travers le monde. Donc, ce que nous avons ajouté, c'est la possibilité. Donc, la première, c'est de rajouter des coordonnées géographiques sur une activité métier. Donc, vous allez pouvoir les positionner sur des cartes, ce qu'on va voir après.
Et deuxième option, enfin deuxième paramètre, possibilité supplémentaire, on peut associer une vue d'infrastructure. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas tout à fait, une vue d'infrastructure, c'est tout simplement une vue que vous aurez créée avec Centréon Map, donc une autre fonctionnalité de création, où voilà, vous créez des représentations de votre IT, des sous-ensembles de data center. Et en fait, quand on crée une activité métier, on essaye d'utiliser les services les plus critiques et de modéliser les chemins critiques qui font qu'une application fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc, on n'a pas tout l'ensemble du data center, mais on a un sous-ensemble de ce qui fait que ce service est rendu à l'utilisateur. Et donc là, l'importance, ce qu'on a créé, c'est que lorsqu'on a une activité métier, on va pouvoir rapidement accéder à l'infrastructure sous-jacente en un clic, en fait, et rebondir. Donc, on va voir comment ça se présente. Donc là, c'est vraiment les deux nouvelles options mises l'une avec l'autre. Donc, j'ai une activité métier qui est en fait, disons, un magasin ou un site FR Paris-Montparnasse, donc qui fonctionne du point de vue des utilisateurs et du service final. Il est OK, il est vert. Et quand je clique dessus, je vais avoir maintenant ce petit raccourci qui permet de rentrer directement dans la vue. Alors là, moi, j'ai juste mis un screenshot à côté, mais il faut comprendre que quand on clique, on change de visualisation. Donc, on va retomber dans cette vue-là qui représente en fait l'entièreté du magasin ou du site qu'on est en train de superviser. Et là, on se rend compte que la musique, a priori, ne marche pas, ce qui n'empêche pas les utilisateurs et peut-être les vendeurs de faire leur travail. Mais par contre, voilà, on sait qu'il y a un petit souci. Donc, c'est vraiment l'objectif et de pouvoir rebondir très facilement d'une activité métier qui est un indicateur très agrégé vers le détail et pouvoir creuser lorsqu'il peut y arriver des problèmes sur ces activités. Donc ça, c'est la nouveauté pour la partie interface et configuration. Il y a une dernière chose qu'on a rajoutée. Donc dans la version précédente, on avait donné la possibilité de configurer les notifications à partir des contacts. Aujourd'hui, c'est également possible au niveau des contacts templates. Donc voilà, c'est vraiment juste pour rendre ça plus efficace et plus rapide. On utilise les contacts templates. Voilà pour clair. la partie Merci nouveauté de Étienne. BAM. Donc pas mal de nouveautés, une meilleure interface et puis moi j'adore cette notion de modélisation des sites et de pouvoir rebondir sur l'infra, etc. On va voir que tout ça prend du sens puisqu'on rentre dans la partie justement voir et partager. Vous avez peut-être déjà vu ce slide. Nous, on considère qu'il y a 4 grands types de vues dont vous avez besoin. La vue cockpit à très très haut niveau là, sur vos activités principales. Les vues détaillées qui permettent d'assurer le maintien en condition opérationnelle de toutes ces activités. La vue back événement et puis les rapports. Et en fait, en 1910, on a travaillé sur la partie GeoViews et sur la partie map vue d'infrastructure de deux façons. Consolider les GeoViews et puis être capable, et là on revient dans l'automatisation, être capable de créer des vues de matière entièrement automatique à base d'API. Tu nous en dis plus, Étienne? Tout à fait. Donc les GeoViews, qui sont une fonctionnalité qui est sortie dans la dernière version, la 19.04, on a pris les retours des utilisateurs, on a voulu vraiment capitaliser dessus et itérer pour obtenir une fonctionnalité de GeoView, donc de représentation de l'IT en mode géographique abouti. Donc, ce qu'on va retrouver, et là, c'est l'ensemble globalement des fonctionnalités qu'on peut obtenir sur la GeoView. Donc, si j'utilise à gauche, donc déjà, l'important, c'est qu'on peut connecter pour avoir le fond de carte et la partie géographique. On peut se connecter à un fournisseur de cartes préféré. Donc, nous, on a intégré par défaut OpenStreetMap et Mapbox, moyennant la création d'un compte. Vous pouvez également connecter votre système interne. Donc, il y a beaucoup d'entreprises à qui on parle qui ont aussi leur propre système de cartographie. Ben, c'est possible à partir du moment où on utilise le même protocole. Donc, c'est des TMS, donc de Tiles Map Server. Donc, à partir du moment où vous avez ce serveur en interne, même un OpenStreetMap, vous n'êtes pas obligé de vous connecter à Internet. Vous pouvez être en vase clos et avoir quand même cette fonctionnalité de vue géo. Ensuite, vous l'avez déjà compris, on peut maintenant, dans les vues géographiques, non seulement afficher les autres, ce qui était déjà le cas dans la version précédente, mais on peut également maintenant afficher des activités métiers, donc des indicateurs plus agrégés, qui offrent une autre visualisation, une autre information. Et on peut également mettre des groupes d'hôtes. Tous ces objets vont pouvoir être mixés dans la même carte, parce que peut-être qu'en fonction des zones ou de votre cas d'utilisation, vous aurez envie de mettre des activités métiers dans certains endroits, puis peut-être des groupes d'hôtes ou des autres. Donc les trois peuvent cohabiter sans problème sur la même vue et sont représentés de la même manière. Ce qui va changer, c'est le tooltip, ce qu'on appelle le tooltip. Donc c'est quand on va cliquer sur l'objet, l'information contextuelle qui est affichée va différer.
Et évidemment, comme d'habitude, on peut toujours rebondir après dans les informations qui sont dans ce tooltip. Il y a évidemment une fonctionnalité de regroupement automatique, ce qui permet d'afficher des centaines, voire des milliers d'objets sur une même carte en ayant des performances tout à fait bonnes. Et ça, c'est vraiment très pratique pour des infrastructures très distribuées avec beaucoup d'objets. On a envie de tout mettre sur une carte et voir tout d'un coup. Donc, il y a cette partie clustering qu'on va appeler, donc qui regroupe les éléments et qui affiche le statut des pires objets. Et enfin, la nouveauté qu'on a rajouté dans cette version aussi, c'est ce qu'on va appeler des layers contextuels. Donc c'est pareil, quand vous êtes dans votre entreprise, il se peut que vous ayez un système de cartographie interne qui contient des informations que OpenStreetMap ou Mapbox ne contiennent pas. Des travaux en cours dans une zone, peut-être des informations sur votre métier en fait que vous allez pouvoir venir rajouter. Alors, il y a un petit exemple ici en GIF, donc c'est vraiment pour l'exemple où on voit en fait que sur une carte géographique, on va pouvoir venir rajouter des informations supplémentaires. Pour l'exemple, on a mis un petit peu de météo, de température et de trafic, mais évidemment, toutes ces informations sont des exemples et vous pouvez rajouter vos propres informations et venir les ajouter au moment où vous avez un problème. Ça peut vous donner du contexte. Donc, c'est la dernière fonctionnalité qu'on vient d'ajouter qui permet d'avoir vraiment une GeoView, une fonctionnalité GeoView complète, parfaitement utilisable, exploitable. Et on est toujours évidemment preneur des retours, mais déjà, cette fonctionnalité est bien aboutie. Ensuite, donc pour savoir, pour quand même que vous visualisez où ça se situe, on avait dans la partie 19.04, on avait rajouté cette section donc, qui permettait de sélectionner le provider, le fournisseur de cartes. Donc ici, on a Mapbox en exemple. Les layers, les informations contextuelles supplémentaires vont venir s'ajouter au même endroit. Donc vous allez pouvoir venir ici, cliquer pour rajouter au fur et à mesure les layers qui vous intéressent. Et pouvoir ensuite, évidemment, y accéder via les GeoView directement avec la petite icône qu'on voyait en haut à gauche. Donc ça, c'est pour la partie GeoView et les layers. Et enfin, comme le disait Pierrick, donc si on revient dans l'automatisation, nous avons rajouté dans la 19.10 le fait que toutes les vues qui soient créées, donc des vues géographiques ou des vues standards, sont maintenant manipulables et créables par API. Alors ici, on a quelques exemples en fait de ce qu'on peut faire via l'API de Centrion Map. Donc on peut par exemple créer un site, donc le site que j'avais tout à l'heure, le site de Montparnasse, il va représenter un magasin, une usine, voilà, un concept qui va être répliqué certainement N fois dans votre entreprise. Et l'idée ici, c'est d'avoir créé le site une première fois via le client desktop. Et ensuite, vous pouvez l'exporter, l'utiliser dans un script et venir recréer automatiquement des dizaines, voire des centaines de sites en un clin d'œil, puisqu'en fait, vous allez pouvoir scripter tout ça en appelant les API directement de Centrion Map. Si vous avez des remote servers, vous pouvez également envoyer automatiquement, donc via un script, des vues que vous auriez créées sur le central et que vous les répliquez sur le remote server. Jusqu'à présent, c'était des actions manuelles qu'il fallait faire. Aujourd'hui, si vous allez sur la doc, vous allez voir que vous avez une fonction d'export et d'import d'une carte que vous pouvez donc très facilement prendre, exporter et renvoyer sur le remote server. Tout ça en le scriptant. Et de la même manière, un peu comme le central et le remote server, vous pouvez aussi avoir des infrastructures de pré-production pour Centrion que vous pourrez envoyer. Donc les cartes, vous pourrez les envoyer sur les infrastructures de production de Centrion. Donc si vous voulez en savoir plus dans tous les cas sur les API, que ce soit de Centrion Map, mais aussi de Centrion, on verra après, il y a une documentation API-documentation.centrion.com où l'information est présentée de manière standard et qui permet de bien comprendre comment fonctionne et quels sont les paramètres attendus par l'API. Donc c'est très efficace comme visualisation d'API. Super. Voilà. Le dernier point, là, on a vu nos trois trucs, découverte, modélisation, visualisation, sur lesquels on travaille pour avoir la vue métier en plus de la vue infrastructure. Maintenant, Centrion, c'est aussi une plateforme qui est basée sur un framework open source. Et évidemment, on améliore ce framework de mois en mois et tous les 6 mois. Donc là, il y a toute une liste de petites améliorations. Certaines viennent d'ailleurs de la communauté. Je te laisse peut-être que tu seras plus fort que moi pour m'expliquer tout ça. Donc, on a quand même mis une nouvelle API qui est arrivée, qui est non négligeable et que vous allez donc pouvoir retrouver sur la même adresse. Donc, c'est l'API qui couvre la partie temps réel de Centrion. Donc, on a tous les listings de tous les objets, l'acquittement. Ça va très très prochainement sortir, c'est la partie maintenance, plage de maintenance planifiée, aussi la manipulation de ces éléments-là. Donc voilà, si vous aviez des services externes qui utilisent
potentiellement l'API temps réel existante, vous allez pouvoir vous connecter vers cette nouvelle API qui est plus efficace et qui est parfaitement, enfin qui est REST, donc qui propose toutes les mécaniques bien connues et standards du REST. Une API donc beaucoup plus moderne. Maintenant, Clappy, le bon vieux Clappy qu'on utilise depuis 10 ans, continue à exister. Il est toujours là. Et toujours là, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Tout ce qui fonctionne sur Clappy continue à fonctionner. Maintenant, c'est des outils plus modernes qui sont plus contents avec une API REST. Ça y est, elle est disponible pour la partie temps réel. Et on verra que Clappy, non seulement est toujours disponible, mais est même plus efficace, parce qu'il y a des optimisations faites dessus. Donc ensuite, pour la partie authentification, il y a eu deux nouvelles mécaniques d'authentification qui ont été rajoutées, donc via Okta. Si vous connaissez ce fournisseur, en fait, ça utilise les mécaniques de LDAP, enfin le même protocole, disons. Et si vous avez même le plugin sur votre navigateur, les informations seront rentrées automatiquement et vous vous connecterez très facilement à Centrion. Ensuite, donc c'est là où tu parlais de la communauté, la connexion avec le système Keycloak, en SSO, pardon, via le protocole OpenID a été rajouté. Donc c'est pareil, vous allez dans les configurations de Centrion et vous pouvez activer la connexion via Keycloak, qui est uniquement Keycloak, ou alors vous pouvez avoir les deux mécaniques, c'est-à-dire la connexion standard et Keycloak, qui peuvent cohabiter. Ensuite, niveau interface et amélioration pour l'utilisation de tous les jours, vous aurez peut-être remarqué, si vous avez déjà mis à jour, qu'on a rajouté des filtres et on les a améliorés dans la page de configuration, ce qui permet de retrouver beaucoup plus facilement les informations que vous cherchiez. On a également mis à jour les styles des boutons, des cases à cocher, des onglets, etc. Donc, il y a une petite côté fraîcheur sur ces boutons qui a été amené. Et dans les pages temps réel, pareil, sur les widgets notamment, on a rajouté des filtres et des multi-sélections lorsque c'était plus approprié que des sélections simples. Donc ça, c'est pour la partie vraiment utilisateur. Donc, si on redescend un petit peu d'un cran au niveau du back-end, de ce qui se passe en dessous, et ben on a optimisé le temps de calcul, enfin l'exécution surtout du calcul des ACL. Donc vous pourrez en apercevoir les effets. Comme je disais tout à l'heure, la partie Clappy est toujours présente et est même plus efficace lorsqu'utilisée en REST. Donc on a amélioré cette partie-là. Et enfin, grâce à un changement de back-end sur la partie RRD et des optimisations, on a des graphes dont le rendu est beaucoup plus fin et une amélioration de la performance lorsqu'on essaye de les récupérer. Donc l'affichage va être plus rapide et en plus, on a plus de points par graphe. Donc les graphiques sont plus fins et plus précis, ce qui est vraiment très pratique lorsqu'on diagnostique quelque chose. Ben voilà, les points maintenant seront vraiment plus précis. Donc c'est lié à ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire qu'on a mis à jour vers la version RRD Tool 1.7 et on est également compatible, donc c'est pas lié à RRD Tool, mais on est également compatible avec MySQL 8.x. Enfin, au niveau compatibilité et ce qui se passe toujours sous le capot, donc on est compatible maintenant avec PHP 7.2, donc c'est ce qui est embarqué par défaut. On a la possibilité d'installer Centrion sur une base sans utiliser le compte route. Donc, il faut évidemment un compte qui a les bons accès, mais on n'est plus obligé de passer par le compte route. Et pour ceux qui ont déjà peut-être aperçu la nouvelle page de download centrion.com, alors c'est pas /package parce que ça ne va pas vous amener au bon endroit, mais dans la section package, il y a maintenant une installation de Centrion par les paquets qui est en une commande, donc via un script qui permet d'exécuter les différentes étapes que vous aviez auparavant à faire à la main. Maintenant, vous copiez une ligne et vous avez tout votre Centrion qui est installé par les paquets. Donc voilà, avec toutes les options configurées qui vont bien. Et enfin, et c'est pas négligeable, on a énormément de corrections de sécurité, de fixes, de corrections de stabilisation tout simplement du logiciel, des améliorations mineures qui ont été également passées dans cette 19.10. Donc là, moi, je ne vais pas vous faire la liste. Je vous invite à aller voir la release note qui est très très longue. Donc n'hésitez pas à la consulter. Et quand vous mettez à jour, de toute façon, vous tombez dessus aussi. Donc voilà pour la partie open source et toutes les améliorations du socle pour qu'il soit plus robuste et plus efficace pour tout le monde. Merci Étienne. Je crois qu'il nous reste une minute avant les questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions là dans le petit dialogue. Juste pour nous parler peut-être, Étienne, du plan de release et du fait que finalement les vieilles versions, la 2.8, ne seront bientôt plus, dans 6 mois, plus supportées par notre équipe support. Exactement. Donc pour que vous ayez un petit peu le temps d'anticiper, on vous met ici les phases de release, en tout cas les différentes releases qui vont arriver. Et en effet, vous le voyez qu'en avril 2020, la Centrion, donc l'ancien nom de 3.4 et la 18.10 ne seront plus supportés. Donc vous avez encore un petit peu de temps pour mettre à jour, mais il faut bien être au courant que voilà, comme on sort des versions aussi tous les 6 mois, on a en permanence 3 versions supportées, là en ce moment 4.
Mais voilà, n'hésitez pas à anticiper cette migration vers la 19.10 ou même la 20.04 quand elle sortira. Plus supporter, en fait, si vous avez un contrat de support, l'équipe support vous répondra toujours, même si vous êtes en 18.10, même après 6 mois. Simplement, l'équipe R&D ici ne fera plus de fixe, même pour les problèmes critiques. Ce qui veut dire que si vous avez un problème critique, vous serez peut-être amené à devoir mettre à jour dans une version récente pour avoir le fixe. Et donc, c'est quand même mieux d'anticiper tout ça. Et c'est pour ça qu'on remonte ce plan de release. Est-ce que l'on a des questions? Peut-être qu'on peut passer à la partie questions-réponses. On a été un petit peu rapide, mais on voulait tenir le timing de 30 minutes chrono là, pour tous les slides, de façon à laisser du temps pour des questions. Johanna? Oui, tout à fait. Alors, on a reçu plusieurs questions. Alors, la première, quelqu'un nous demande si le discovery de HOSC peut-il être schedulé à intervalles réguliers comme pour la découverte de services, et sinon quand cela sera prévu? Donc ce sera en 20.04 dans 6 mois. Pour l'instant, c'est pas encore possible. Voilà, ça arrive bientôt. C'est en cours. Il y aura peut-être une version bêta d'ailleurs intermédiaire. Tout à fait. Parfait. Une autre question, est-ce que Puppet peut aussi servir pour récupérer des infos comme Rudder ou Ansible? Alors, je pense que c'était même un conseil, c'est même pas une question, je pense que c'était oui, rapport. Pourquoi pas. Donc nous, on n'est pas forcément des spécialistes de IT Automation et de comment est-ce que vous utilisez tous ces outils-là en environnement de production. Mais nous, ça nous intéresse de comprendre comment vous utilisez Puppet et est-ce qu'il y a une API sur Puppet et est-ce qu'on ne peut pas simplement développer une nouvelle règle de découverte. On adorerait travailler sur ce genre de sujet. Notre but, c'est que vraiment tout soit automatisable et qu'il n'y ait plus du tout d'opération manuelle. Alors, une autre question que nous avons reçue, sur quelle version Red Hat la version 19.10 est-elle stable? C'est sur la version 7, oui, 7. La dernière ou l'avant-dernière, suivant comment on voit les choses. Mais c'est CentOS 7 ou Red Hat 7. Tout à fait. On a fait des premiers tests sur la 8 là. Pour l'instant, c'est pas encore. Pas encore tout à fait prêt. Tout n'est pas là. On va viser 20.04 pour supporter la version 8. Potentiellement. Parfait. La fenêtre arbre d'impact pourra-t-elle enfin être redimensionnée? Alors, pas dans la version 19.10, mais j'entends bien le point. En effet, la représentation de l'arbre peut avoir des limites dans certains cas quand on a vraiment beaucoup d'éléments. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas vu, elle est redimensionnable, mais dans les paramètres de BAM, donc on peut définir que la fenêtre va faire un X pixels de haut, mais on ne peut pas la redimensionner à la main. Donc, vous pouvez déjà contourner ou en tout cas améliorer un petit peu l'expérience en agrandissant la fenêtre, mais pas de manière directe dans la page pour être aussi anticiper un peu ce qui pourra se passer plus tard. Évidemment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comme on fait des efforts et des progrès sur la partie utilisateur et expérience utilisateur, ce genre de limitation ou de limite fonctionnelle sera traité au fil de l'eau avec des nouvelles interfaces et des choses qui arriveront, donc pas forcément 20.04, mais ce sera adressé à un moment ou à un autre, parce qu'il faut que maintenant les visualisations temps réel soient évidemment efficaces autant que la partie conf. Donc dans les 12 à 18 mois, pas mal de nouveautés possibles. Et ce ne sera pas que redimensionné potentiellement. Voilà, donc on ira un peu plus loin. Meilleure visualisation. Tout à fait. Super, merci. On nous demande s'il existe un moyen de créer un compte Centrion en read-only. Alors, donc dans les ACL, ça dépend ce qui est entendu par read-only. Si c'est pour faire de la configuration pure, non. Si c'est read-only, non. Mais par contre, après, en fonction des ACL, vous pouvez donner des accès limités ou en tout cas restreints à des utilisateurs pour qu'ils ne tombent que sur des pages qu'ils ne peuvent pas modifier. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas les menus de création, c'est ça? Voilà. On ne sait pas répondre super bien à cette question. En fait, les ACL, ça permet de tout régler de manière super fine. Et la question, c'est, dans ces façons super fines, est-ce que ça permet de faire quelque chose de tout bête comme avoir un compte read-only? Intuitivement, je dirais oui, il y a un moyen, mais faut être un petit peu fort là sur les ACL. Peut-être qu'il y a quelqu'un de la communauté qui pourrait répondre là-dessus sur le Slack. les questions. Alors, on nous demande le quit d'install via package par script sans accès Internet. En effet, le script contient des appels au dépôt. Donc, si vous n'avez pas accès à Internet, il faudra potentiellement télécharger vous-même les paquets et repasser à la méthode ancienne. Mais est-ce que le script est en open source et modifiable? Certainement.
Auquel cas, il faut juste prendre le script Et on peut prendre lui-même le script et venir pour le qu'il pointe modifier vers le bon dépôt vers le qui est chez dépôt vous. interne. Voilà. Une question assez classique qu'on nous pose souvent, est-ce qu'une version mobile de Centrion est prévue? C'est dans notre programme là d'améliorer les user interfaces. Dans les 12 à 18 mois, on travaille sur ce type de choses, sachant qu'il existe aujourd'hui 2 applications mobiles validées par Centrion, une application pour Android et une application pour iOS. Donc EasyNag, c'est le nom de l'application pour iOS, et l'application pour Android s'appelle Android, c'est Droidéon. Droidéon. Donc ces 2 applications, nous sommes en contact avec les développeurs de ces applications, ils sont au courant des nouvelles API, des nouvelles versions, on les valide nous-mêmes. Voilà, ce sont les 2 applications à utiliser pour l'instant sur Centrion, elles sont pas mal du tout. Absolument. Super, merci. Alors, une nouvelle question, quand mettrez-vous la notion de template pour les KPI de BAM? Alors, ça dépend de ce qui est caché sous la notion de template. Pour répondre plutôt sur comment on peut configurer plus efficacement les business activities, on est en train de travailler sur le rajout de méthodes de calcul qui feront qu'en fait, vous n'aurez même plus à vous poser la question des impacts, mais que de nouvelles méthodes vous permettront de configurer massivement des indicateurs sans avoir à régler finement tel ou tel impact. Donc, je pense que la frustration peut venir derrière et cette demande peut venir du fait que on doit régler des impacts aujourd'hui parce qu'on n'a qu'une seule méthode de calcul. On est en train de travailler pour le rajout de méthodes de calcul qui, en fait, rendront complètement abstraite la notion d'impact. Mais tu peux préciser, parce qu'effectivement, plutôt que de faire des templates, on va faire autre chose qui est de, par exemple, dire si c'est un cluster. Voilà, on va regarder, si on a 50% des éléments, ok, alors on est bon, ou alors il nous en faut au moins 4 voilà. pour que ça ne tombe pas, etc. Donc tout ça. Et là, on n'aura plus du tout besoin de régler cette sorte d'impact. On n'aura plus d'impact, il y aura juste besoin de lier des objets à des business activities. Et de dire warning si 20% des équipements sont en rade. Mon cluster sera rouge si j'ai au moins 20% de rouge, par exemple. Ce sera ce genre de règle qu'on pourra faire. Donc, potentiellement, ça pourrait être réglé. On n'aura pas de template, mais on pourra régler ce genre de problème comme ça. Alors, on nous demande s'il est prévu de pouvoir surcharger les seuils au niveau des business activities. Par exemple, une alerte disque règle à W85 C95, mais serait à 100 C côté BAM. Si ce n'est pas le cas, est-ce prévu? Ça permettrait apparemment d'éviter des doublons de services pour avoir des seuils personnalisés liés au BA uniquement. Je comprends le point. Je comprends bien. C'est une bonne question. Alors, c'est pas prévu tel quel de pouvoir surcharger en soi le service et les seuils, surtout sur une métrique. Par contre, il est prévu, alors pas pour la 2004, mais on a dans le track, de pouvoir régler, en fait, de créer des règles qui se basent sur des métriques où on pourra faire beaucoup plus de manipulation. Donc, en fait, si on combine ce que je disais juste avant, qui consiste à avoir des règles de calcul des business activities plus avancées et plus simples aussi, plus potentiellement ces règles au-dessus des métriques, on pourra résoudre ce genre de problème. Pour l'instant, on ne peut pas, et ce n'est pas prévu tel que la question est posée, de surcharger au niveau du service ou d'une métrique directement dans BAM les seuils. Oui, c'est Mais clair. je comprends le problème. On a une piste là-dessus. Voilà, on est un petit peu différente de la solution proposée, mais qui, je pense, devrait répondre aux besoins. Super, merci. Alors, une nouvelle question. Est-ce que l'installation de Centrion sous Red Hat sera aussi simple que sous CentOS? En fait, CentOS, on fournit une ISO qui embarque le CentOS, donc il n'y a même pas d'installation sous CentOS. Si on installe à partir des paquets sur Red Hat, en fait, est-ce que le script là qui est proposé, est-ce qu'il fonctionne avec Red Hat finalement, c'est ça? Ouais, enfin en tout cas, pour moi l'installation est équivalente pareil, à une activation ou désactivation de dépôt prêt en fonction de Red Hat ou CentOS, mais c'est la même. C'est la même. Donc est-ce que le script aujourd'hui permet cette désactivation de dépôt, ou est-ce qu'en fait il nous faut 2 scripts, ou est-ce qu'il faut aller bricoler le script? C'est ça la question, c'est à vérifier, laquelle les gens autour de cette table ne savent pas répondre. C'est un peu trop pointu. Ok. Ok, alors une autre question. Une fusion de OpenTicket avec le reste de la vue temps réel est-elle prévue? En effet, c'est des sujets sur lesquels on travaille pour éviter d'avoir des fonctionnalités sur le côté. Donc, dans cette démarche toujours d'optimisation et d'amélioration de l'expérience utilisateur, cette mécanique qui consiste à créer des tickets manuellement, voire potentiellement automatiquement entre Centrion et des outils d'ITSM externes,
voilà, le but ce sera de potentiellement le mettre dans le cœur du produit à terme. Donc là, on a carrément fait des ateliers avec des utilisateurs Centréon Tout à fait. Pour vraiment comprendre ce qui se passe derrière. repenser l'expérience derrière le bac événement. Et cette partie-là en fait tout à fait partie. Donc d'ici 12 mois peut-être. Alors, on nous demande si nous avons prévu de synchroniser les scripts et plugins depuis un repository sur le central vers tous les poleurs. En fait, on a une longue réunion cette semaine sur ce sujet. Tout à fait. Donc, c'est dans nos objectifs. On a un projet qui s'appelle Lean Deployment, hein, qui consiste à faire en sorte que le déploiement soit super facile, quoi. Et ça en fait partie. Alors, il y a beaucoup d'aspects qui sont tirés par ce projet, mais on est en train de mettre en place, de comprendre la roadmap pour y arriver. Il y a pas mal de petites étapes à réussir avant de pouvoir ça, mais bien sûr, c'est tout à fait dans notre roadmap là, à court et moyen terme. Super, merci Pierrick. Une autre question, est-ce qu'une intégration de DSM est-elle prévue dans le moteur? Un DSM, c'est ce qui permet de faire de la supervision passive. Et là, on a effectivement, donc, on est tout à fait conscient hein, que Centréon est utilisé en particulier parce que c'est capable de faire à la fois de l'actif et du passif, et de l'agent et de l'agent plus. Il y a cette diversité-là de supervision qui est supportée par Centréon. Dans les 12 prochains mois, pour être complètement honnête, on a déjà pas mal de sujets où on vient de dire oui, on travaille dessus. Donc, dans les 12 prochains mois, je pense que DSM ne va pas tellement bouger, évoluer ou alors à la marge. Par contre, au-delà de 12 mois, on veut effectivement unifier les méthodes de supervision et faire en sorte que actif-passif soit complètement unifié au niveau du moteur. Donc, il y a des projets là-dessus, mais on n'a pas encore fait les réunions techniques qui nous permettraient d'avoir une visibilité sur vraiment comment est-ce que ce sera fait et quand. Moi, je dirais pas dans les 12 prochains mois. D'accord. Alors, est-il possible d'utiliser une authentification basée sur Active Directory? Et sinon, est-il possible d'utiliser une authentification avec YubiKey? Active Directory, oui, Oui. c'est dans nos templates C'est LDAP déjà en fait. Hein. C'est-à-dire que quand on choisit LDAP, on a différents templates. Il y en a un, c'est Active Directory. YubiKey Kaisako. Moi, je ne connais pas YubiKey, mais Active Directory, oui. Voilà, donc YubiKey, je sais pas, il faut faire une PR ou faut... Tout à fait. Et juste, merci aux personnes connectées. En fait, le read-only est tout à fait possible et je viens de me rendre compte que c'est une option qui existe en fait dans les C'est juste une option de base dans les ACL. Donc oui, la réponse était oui. Voilà. En fait, c'était un test. On voulait voir si c'était si quelqu'un, tout le monde connaissait le produit. Là. Bon, merci. Donc c'est tout à fait possible. Ouais. Alors, une nouvelle question, sera-t-il possible de versionner les configurations pour permettre de revenir à un état antérieur en cas de mauvaise manip? Le fameux rollback. Eh ben, c'est tout à fait pertinent et intéressant. Sera-t-il possible un jour? Potentiellement oui, mais à court terme ou dans les très prochaines versions, non. Parce que ça demanderait vraiment beaucoup de changements actuellement à la mécanique qui est implémentée dans Centréon. Donc là, à court terme, non. Clairement. Mais c'est lié au même projet finalement, Lean Deployment. Exactement. Pour déployer tous les plugins automatiquement partout, finalement, ça se fait quand on configure, donc on déploie la configuration et donc on va finir par arriver à ce type de mécanisme. Une autre question dans le même genre, c'est peut-on activer directement une nouvelle configuration sans attendre. Enfin, bref, il y a pas mal de sujets qui sont tous liés et notre roadmap, ça consiste à les découper en petits morceaux et trouver le chemin pour pas à pas y arriver. Donc, je pense que ça arrivera dans le même track ou dans la foulée de cette notion de déploiement des plugins automatiquement sur tous les plugins. C'est le même sujet. Merci Pierrick. Sera-t-il possible de créer des services sans relation avec un hôte, cas de la supervision d'un web service d'un fournisseur par exemple? Aujourd'hui, tout le monde crée un hôte fake pour ça, non? C'est ça. Non, aujourd'hui, on peut pas. La mécanique ne permet pas de délier le concept d'host et de service. Mais on comprend le point, mais non, aujourd'hui, c'est pas possible de faire autrement qu'on ait un hôte fake ou un hôte auquel on rattache ce service d'API. Voilà. Bon, pour l'instant, on est plutôt dans cette logique-là. Ouais. Ok. On nous demande si des plugins d'alerting sont prévus avec Elasticsearch. Des plugins d'alerting avec. On a un plugin Elasticsearch, non, qui permet d'aller requêter. D'aller requêter. Ça peut pas être ça. Après, on a un stream connector qui permet d'envoyer des données vers Elasticsearch. Ah, ça, c'est peut être ça. Donc, ça, c'est un stream connector. C'est je pousse tout l'état warning critique, etc. ou un sous-ensemble, c'est réglable, vers Elasticsearch.
Mais ensuite, Le plugin, ça va récupérer l'information. Après de la notification on pourrait avoir des macros de notification vers Elasticsearch, on n'y a pas encore pensé. Là, il faudrait préciser la question. Ouais, préciser la question ou nous n'a pas envoyer dit des questions bien, via, aller sur Slack, des gens qui peuvent aider aussi à répondre à ce genre de questions en discutant un peu plus longuement. Pour qu'on comprenne mieux le contexte. Ok, parfait. Alors, on nous demande si la création et l'évolution des widgets est prévue. Alors, donc les widgets des custom views. Je pense qu'on parle de ça. Alors l'évolution, la création de widgets, alors déjà c'est déjà possible de créer son propre widget et de venir l'intégrer, parce que c'est des mécaniques qui sont connues. Il y a même un exemple sur la documentation sur GitHub de widgets de base qu'après on peut venir réutiliser. Après l'évolution sur les widgets en soi, elles sont en continu. C'est-à-dire que là notamment ce que je disais tout à l'heure sur la partie des filtres, des selects, etc. qu'on a rajouté. Ensuite, la mécanique de dashboard va être également challengée dans les prochains mois, mais je n'ai pas plus d'infos sur la partie widget. Non. Bon, il est possible qu'on remette en cause les technos là en place plutôt que d'investir trop d'argent dans la techno en place. Mais c'est un sujet, voilà, c'est à l'étude, disons. C'est à l'étude. Super. Une nouvelle question. Alors, sauf erreur, l'API Map permet uniquement d'exporter et d'importer des vues existantes. Est-il prévu d'avoir une API permettant de modifier les propriétés d'un objet à l'intérieur même d'une map existante? Justement, c'est tout le propos de cette version de 19.10 où l'API permet de créer, supprimer, éditer toutes les maps et également tous les objets dans les maps de créer via CentralMap. Donc, je vous invite à aller voir plutôt la documentation en ligne qui vous donne toutes les actions qui sont possibles de faire via l'API. Et donc, évidemment, créer des cartes, les éditer les objets, positionner les objets, changer les couleurs. Tout est possible. En fait. Toutes les propriétés, tout ce que vous faites via le client desktop est maintenant possible. Pas du tout limité à import-export. Non, c'est vraiment une API générique de création, modification. Exactement. L'import-export était un des exemples que j'ai donné. Mais, un exemple d'usage. Voilà. Mais en fait, toutes les propriétés que vous modifiez dans le desktop sont modifiables via l'API. Est-il prévu de mettre une dimension instance dans les templates, en plus des services et hôtes, permettrait d'avoir plusieurs instances d'un produit sur un serveur sans avoir à créer des modèles spécifiques à ces instances? On voit bien le problème aussi, c'est un problème assez récurrent de devoir créer des instances. Non, c'est pas prévu encore d'intégrer ce concept. Voilà, ça fait longtemps qu'on le connaît, qu'on essaye de voir comment on peut l'adresser, mais pour l'instant, c'est pas possible. On a dépassé d'autres horaires, mais je propose qu'on continue. Il y a encore pas mal de questions. Voilà, ceux qui quittent le webinaire, pourquoi pas, parce que ça fait 3 quarts d'heure. Puisqu'il y a des questions, on essaie d'y répondre. Super, alors on continue. Un scan automatique des services avec NS Client Centréon est-il prévu? Alors, il est où Quentin? NS Client. Faudrait demander à Quentin Garnier sur le Slack. Qui nous fasse ça si c'est pas déjà fait, parce que je sais qu'il a fait différentes choses. Il a fait de la découverte sur Check MK là. Mais donc il y a des choses en cours. Il faut sur le Slack communautaire poser la question. Super. Sera-t-il possible de pousser automatiquement des vues personnalisées chez des users? Sera-t-il? Quand tu utilises le futur, oui. Mais prochainement, non. Mais en effet, ça rejoint la mécanique de partage d'informations, la fameuse zone de view and share, où aujourd'hui les custom views sont compliqués à manipuler lorsqu'on veut les partager en effet à des gens. Donc c'est des sujets qu'on a en tête. Voilà, quand est-ce qu'ils seront résolus là? C'est un sujet épineux. Voilà, ça tourne depuis un petit moment. On a les custom views, globalement. Mais les maps aussi, on a la même chose sur les maps, les standard views. Donc voilà, c'est un sujet un petit peu épineux. Pour l'instant, on n'a pas encore la solution. Ce qui veut dire que ce ne sera pas disponible dans 6 mois, mais voilà, on n'oublie pas. On n'oublie pas ce sujet. Peut-on installer la version 19.10 sur Amazon Linux 2? Alors, il y avait une question, on voulait faire une AMI pour que ce soit disponible sur le store et il y avait un problème que on utilisait une librairie qui n'était pas supportée par
Amazon. On a fait des modifications sur Power Engine, oui. Donc on a un petit projet là. Il y a quelqu'un qui nous aide à packager pour Amazon. Donc là, je ne saurais pas répondre. Faudrait demander aux équipes support, question un petit peu trop technique. Mais on veut absolument rapidement avoir sur le store Amazon l'AMI qui va bien, plutôt qu'une OVA, une OVF, une ISO. Donc on travaille sur le sujet. Merci Pierrick. Alors, une migration Shinken vers Centréon est-elle possible et simple? Bon, à la fin, c'est toujours des concepts Nagios, hein, donc je pense que toute la partie plugin, reprendre, faire un petit script qui reprend tout l'inventaire de supervision avec les plugins de Shinken et d'importer ça grâce aux API dans Centréon, ça, ce sera pas compliqué. Bon, après, il faut voir, il y a d'autres aspects. Donc, il y a des migrations comme ça, on en fait, nos équipes en font tous les jours, les équipes consultants. Quand on voit un projet, c'est toujours en remplacement d'une solution existante. Et donc, il y a une prestation de 3 jours, 5 jours, qui est la mise en œuvre de migrer de l'existant au Centréon. On fournit des scripts, on fait ce qui va bien. Il n'y a jamais rien de compliqué là. Surtout quand on passe d'un monde Nagios vers un monde Centréon. Là, c'est le cas le plus simple finalement. Super, merci Pierrick. Alors, une autre question, quelle est la configuration système minimale pour installer la 1910? Il faut regarder sur la doc. Donc la doc, il faut regarder dans Centréon. Ouais, et puis c'est la doc Centréon, oui. La toute première, là en haut à gauche. Et dedans, il y a prérequis ou quelque chose comme ça. Tout à fait. C'est pas grand-chose. Hein. Centréon est peu gourmand en ressources, hein, contrairement à d'autres solutions. Peu gourmand en ressources. Parfait. Est-il possible d'intégrer les notifications push web dans les nouvelles versions? Notification push web. Alors, je ne sais pas ce qui peut se cacher exactement derrière cette question. Les notifications sont basées sur des scripts. On peut faire selon ce qu'on veut. Par contre, que ça tombe directement dans le navigateur, je ne suis pas sûr. Donc, Joker sur cette question. Essayons Slack. On passe à la prochaine. Est-il possible de migrer directement de la version 2.8.15 vers la version 19.10? Il est possible de migrer de la 2.8 vers la 19.10, oui. Mais ça passe, je crois que les scripts de migration passent par la 18.10. Ah bah après, tout est déroulé pour que ça se passe bien. Ouais, c'est tout à fait possible. Ça va dérouler tous les upgrades. Alors, on nous demande s'il est possible d'exporter et d'importer des templates de graphes. Via API, j'imagine, pas à ma connaissance. Des templates de courbes, des templates de graphes, j'imagine si c'est cette zone-là qui est touchée, pas à ma connaissance. Sera-t-il possible de créer un host distribué sur plusieurs polars pour tester par exemple les temps de latence d'une appli via plusieurs sites sans recréer X-host avec des noms différents et la même IP? Donc là, on est dans le DEM, là, Digital Experience Monitoring, la QoE, mesure de la QoE. C'est vrai qu'on investit peu dans ce domaine parce que beaucoup de nos clients ont des solutions dédiées à ça. Maintenant, c'est vrai qu'on a ces petits checks pratiques. Peut-être qu'un de ces quatre, il faudrait qu'on réfléchisse à comment avoir une solution de monitoring là, de la QoE simple à déployer. Donc, on n'y avait pas, c'était pas dans notre roadmap ou dans notre radar, on n'y avait pas pensé. Il faudrait qu'on réfléchisse à ce sujet. Ok, merci Pierrick. Une version en SaaS de Centréon est-elle prévue dans le futur? C'est pas comme ça qu'on prend le sujet. En fait, on travaille sur une plateforme SaaS actuellement. Pour l'instant, elle est utilisée par nos équipes internes pour connaître la santé des plateformes Centréon de nos clients. C'est un programme bêta. Et cette plateforme SaaS va nous servir à augmenter le fonctionnel des plateformes Centréon on-premise. Donc, dans les 3 prochaines années, notre roadmap, c'est que les solutions on-premise continuent d'exister avec le même fonctionnel. Et tout l'investissement que vous avez fait ces 10 dernières années dans Centréon est pérenne. Par contre, il est possible que de nouvelles fonctionnalités qui ne peuvent se déployer qu'en SaaS parce que ça demande par exemple des ressources de calcul phénoménales,
disons, du machine learning, suppose l'activation de services SaaS supplémentaires qui viennent augmenter la proposition de valeur centrée on-premise. Voilà ce sur quoi nous travaillons. Pour donner la météo des services de type Office au end-user, est-il possible d'afficher une map sur un intranet en intégration d'une page d'accueil? Alors aujourd'hui, il est possible, en utilisant le token session bien connu dans Centréon, de venir accéder directement en un lien à une carte. Donc à partir du moment où on a ça, on peut intégrer une vue map où on veut. Et d'ailleurs, c'est décrit sur la doc comment construire cette URL qui va permettre d'accéder directement à une vue map sans les menus de Centréon, etc. Donc ça utilise les mécaniques Centréon qui permettent de cacher les menus, etc. Et on peut donc accéder directement à une vue. Là, tu parles de la doc map. La doc map, évidemment. D'accord. Tout à fait, la sous-partie map. Merci Étienne. Alors c'était la dernière question. Vous avez vraiment été très nombreux aujourd'hui à nous envoyer des questions. J'espère que j'en ai oublié aucune. Si jamais c'était le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous par email. Et puis on vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci Merci à tous, au revoir.